Nous sommes toujours en direct du studio François-Xavier Noumon. Merci de prendre place chez téléspectateurs pour suivre la rubrique hebdo des éditorialistes. Nous avons 3 sujets pour vous aujourd'hui. Il s'agit de la sortie musclée de Alassane Seydou sur les bavures policières, la création d'une autorité de mise en consommation par le gouvernement et un tour de table par les invités sur ce qu'ils retiennent des projets de budget gestion 2025 des ministères. Les invités, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Roosevelt Noumédon qui nous vient de Awissi Web TV. Bonjour. Bonjour Madame Reut, bonjour à nos aimables téléspectateurs. Le deuxième sur ce plateau, c'est Sylvanus Aïmavo, journaliste indépendant. Merci de passer sur ce plateau. Bonjour chers consoeurs, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de E-Télé. Et tout juste à côté de vous, Sylvanus, il y a Modeste Dossou qui est aussi journaliste indépendant. Bonjour Modeste. Bonjour madame, bonjour téléspectateurs de E-Télé. Alors Sylvanus Aïmavo, nous allons démarrer justement par vous. La résurgence des bavures policières a fait sortir de ses gonds le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Face aux responsables de la police républicaine, ce mardi 25 novembre 2024, il a rendu public les mises en garde. L'une de ces mises en garde est la radiation de tout agent coupable de la mort d'un honnête citoyen. Sylvanus Aïmavo, d'abord, comment avez-vous apprécié cette sortie du ministre? Moi, je crois que c'était une sortie attendue parce que les bavures policières se multiplient de plus en plus dans notre pays et c'est très regrettable si les policiers, certains du moins, se posent aujourd'hui en des bourreaux. Ça pose un gros problème. Les policiers ne sont pas là pour rendre la vie difficile à la population. Les policiers sont là pour assurer le maintien de l'ordre et la sécurité dans nos cités. Mais quand on en arrive à constater que de plus en plus, il y a des gens qui décèdent parce que suite à des bavures policières, on se dit, mais est-ce que les policiers ne s'éloignent pas du rôle qui leur est dévolu. Donc la sortie de Alassane était attendue et on dirait peut-être que c'était bon, un peu tardive, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Et c'est bien de constater, je dirais, qu'il hausse le ton et qu'il tape du poing sur la table pour rappeler à l'ensemble des policiers le rôle qui est le leur et qu'ils doivent vraiment travailler à maintenir l'ordre dans la cité et non à mettre la vie des populations en danger jusqu'à contribuer à la mort de nos petites populations, à la mort de citoyens. C'est dire que il faut forcément que, c'est-à-dire des responsabilités, le ministre prenne ses responsabilités et il a commencé, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'on a entendu par le... Oui, c'est une sortie appréciée. Vous souhaitez se prononcer d'abord sur cette sortie. Alors, comme mon prédécesseur l'a dit, je pense que c'est une sortie qui est la bienvenue, même si cette sortie me paraît un peu tard dans un monde trop vieux. Pourquoi tard selon vous, Roosevelt? Parce que, en termes, il aurait fallu, d'accord, que le défunt jeune de Parakou, Faisal, aurait été victime de bavures policières et certainement, s'il n'était pas décédé, s'il était encore en vie, je pense que, ma foi, cette sortie n'aurait pas lieu. Parce qu'en termes de fouilles de téléphone portable des citoyens, cela ne date pas d'hier. Cela date de la période où il y avait eu l'enclenchement, la période qui a vu enclencher la guerre contre la cybercriminalité dans notre pays. Et je pense que des voix se sont toujours élevées pour dénoncer cette situation. Mais malheureusement, l'autorité ministérielle et même le DGPR se sont tous tus et sont restés indifférents face à cette situation. Et même depuis le décès du jeune Faisal, il a fallu que les populations commencent par se révolter, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les circonstances du drame
tel que dénoncé par les témoins, moi je n'étais pas témoin, aurait certainement amené la police à prendre, et même le ministre à prendre ses responsabilités. Et comme l'a dit mon prédécesseur, il faille que le ministre aille au-delà du discours pour véritablement poser des actes afin de rassurer l'opinion sur le fait que un agent de police, la police républicaine est là pour protéger les populations et non pour, je ne sais pas, devenir le bourreau des concitoyens. Je pense que c'est une décision à saluer et il faut véritablement que les actions soient mises en place, surtout la radiation, parce que ça pourrait véritablement apaiser la tension au sein de l'opinion. Parce que ne l'oublions pas. Hein. C'est une sortie tardive, mais qui est la bienvenue. Modeste Dosso, est-ce que vous êtes du même avis que les autres confrères? Oui, madame, je pense que les confrères n'ont pas tort. C'est normal et qu'ils constatent le caractère, enfin, le retard dans la réaction du ministre de l'Intérieur. Et ce que je peux juste ajouter, c'est que jusque-là, l'enquête n'a pas encore défini qu'il s'agit de... enfin, que les policiers sont véritablement impliqués dans la mort du citoyen. Cependant, il n'aurait pas été arrêté, bastonné, qu'aujourd'hui, on n'aurait pas impliqué la police. Je pense que les fouilles de téléphones portables et toute autre forme d'abus des policiers aujourd'hui, c'est aussi de la faute des dirigeants qui n'ont pas su prendre la mesure des choses dès le départ. Je pense que l'arrivée de la police républicaine, c'était pour corriger un peu entre griffes, une sorte de manque de professionnalisme des éléments de la police nationale d'antan. Et c'est pour ça qu'il y a eu une fusion, on a parlé de police républicaine. Du coup, je pense que l'arrivée de cette police n'a pas vraiment encore jusque-là montré la version républicaine de la police. Cependant, je pense que la sortie du ministre devrait pouvoir régler les choses et trouver, je pense que les dirigeants vont trouver une solution adéquate à cela. Sylvanus Aïmavo, quand Modeste parlait, il disait que la police républicaine, on dirait que quelque chose n'a pas marché au niveau de l'arrivée de cette police républicaine-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je crois que c'est une réforme qui a été menée. On constate aujourd'hui que nous avons une police républicaine, une fusion de la police nationale d'antan et de la gendarmerie. Je crois que quand il y a eu cette fusion, c'est pour qu'il y ait amélioration, c'est pour que nos populations se sentent plus en sécurité mieux que par le passé, pour que la police joue pleinement son rôle. Mais toujours est-il qu'on constate qu'il y a tellement de difficultés, tellement d'obstacles à surmonter, au point qu'on se demande si cette réforme était vraiment bien pensée. Bon, aujourd'hui, on ne va pas remettre en cause la réforme. Toute réforme appelle certainement à des sacrifices, à des actions. Donc, c'est un processus qui est en cours. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mutualiser les efforts pour que nous sentions véritablement que nous avons une police républicaine. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la formation, elle est faite, hein, mais il me semble qu'il faut la renforcer. Il faut la renforcer aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui intègrent le corps. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y en a, c'est parce que, bon, vous savez, il n'y a pas vraiment d'emploi dans le pays. Et on dit, bon, la police est là, si je passe le concours, je réussis, tant mieux, je reste là, je fais carrière, puis j'avance. Mais on n'a pas vraiment des gens qui ont... C'est-à-dire qui a une passion pour la chose, parce que quand on a une passion, on travaille avec dévouement et puis c'est la population qui vous applaudit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La police est décriée et il a fallu cette mort, je dirais, cette mort de trop, cette bavure policière de trop pour que le ministre réagisse. Et on n'est pas sans savoir que vendredi dernier, on a appris que des policiers
ont été arrêtés. Ceux-là qui sont impliqués dans la mort du jeune Faisal ont été arrêtés. Donc, c'est dire quoi? Qu'il y a quelque part une responsabilité de la police dans ce qui est arrivé à ce jeune homme. Donc, il faut aujourd'hui travailler la psychologie de ces jeunes policiers et voir ceux-là qu'on peut envoyer sur le terrain ou carrément peut-être envoyer un jeune et un expérimenté pour que ça soit un peu équilibré. Parce que, bon, quand on est jeune, on a le sang chaud et à la moindre peut-être erreur ou peut-être petite bêtise de la part d'un citoyen, on se braque et on le traite très mal. Il arrive, hein, il y a des policiers même qui abusent. Moi, je vais vous dire, je vais raconter quelque chose. C'est arrivé à un policier, hein, c'est un policier qui était en civil, il circulait avec sa soeur. Et un autre policier l'a arrêté. Lui ne savait pas que c'est un policier. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'autre rigolait avec sa petite soeur. Mais en même temps, le policier a dit que, qui se moque de lui? Qui se moque de lui? Or, en temps, il y a le commissaire même qui était quelque part, qui observait toute la scène. Il a vu ce qui se passait et il a clairement dit, le policier en question a dit, mais qu'il a insulté. Donc, c'est, bon, il est plus facile de dire quoi? En de premières situations, outrage à agent. On vous dit, vous avez injurié, c'est-à-dire un agent, un policier. Mais quand le commissaire est arrivé, le commissaire a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et il a dit, non, mais que c'est ce jeune homme qui l'embête, qui l'injurie avec sa femme. Et l'autre a dit, non, celle qui est derrière, c'est ma petite soeur. Et quand le commissaire l'a écouté, le commissaire a dit, mais tu ne connais pas le chef. Il a appelé son nom, tu ne connais pas telle personne. Il a dit, qui ne savait pas que c'est un policier. Donc, c'est dit quoi? Si c'était un citoyen, vous voyez comment le citoyen serait déjà en difficulté? C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui ne jouent pas leur rôle. Ils sont là, c'est comme si nous autres, qui sommes des civils, nous sommes leurs ennemis, on nous regarde en chien de faïence. Et non, quand vous avez choisi d'être policier, c'est un métier, c'est un choix, vous assumez. Vous n'allez pas nous dire parce que, bon, on ne vous paie pas à la hauteur du travail ou que vous méritez mieux ou quoi. Non, c'est un travail. Et quand vous faites votre travail bien, en tout cas, la nation vous reconnaîtra cela. Mais quand déjà vous êtes sur le terrain et vous vous comportez, c'est-à-dire de cette manière, on n'a même pas envie d'être policier. Finalement, vous jetez de l'opprobre sur toute une corporation. Et aujourd'hui, c'est bien que le ministre prenne ses responsabilités. Et il faut le faire, il faut les poursuivre partout. Hein. Je me rappelle le cas de la France aussi, il y a eu des bavures policières et là-bas, bon, c'est sur fond de racisme. Ici, nous sommes entre nous, il n'y a pas de racisme. Mais il faut déjà tout faire pour, c'est-à-dire, mettre fin à cela. Le ministre a dit qu'il va extirper. Est-ce que le ministre a vraiment justifié sa colère à travers cette sortie? Oui, évidemment, s'il ne se mettait pas en colère, mais la population va même se dire quelque part, mais le ministre même aussi est complice de ce qui se passe, puisque c'est lui qui est le patron. Donc, le ministre doit sentir la colère du ministre et sentir que vraiment, non, à travers cette colère, bon, il y a une lueur d'espoir. Quelque chose pourrait changer dans les jours à venir, dans les semaines à venir ou les mois à venir. Donc, c'est ça, c'est aussi une manière d'apaiser la population, de montrer que non, nous voyons ce qui se passe et nous ne sommes pas là et ne sommes pas passifs. Nous voulons, c'est-à-dire mener des actions pour qu'il y ait un changement qualitatif. Vous savez, la population et la police, il doit y avoir une histoire d'amour. On parle de coproduction de la sécurité. Mais quand déjà il y a ces bavures-là, comment... On va revenir sur ce point-là, Sylvanus. Je disais tantôt que lors de cette sortie-là, le ministre a rendu public des mises en garde. Et l'une de ces mises en garde est qu'un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un honnête citoyen sera radié et présenté au juge pour les poursuites judiciaires. La radiation comme une solution contre les bavures policières. Qu'en pensez-vous, Roosevelt? Je pense que c'est une très bonne décision, dans la mesure où, lorsque dans les missions qui vous sont confiées, vous faites des erreurs que vous aurez pu éviter si effectivement vous vous mettez... Parce que quand on parle de police républicaine, en réalité, la police n'est pas là, n'est pas l'ennemi du peuple. La police est là pour protéger, pour veiller à la sécurité des personnes et des biens.
si ce policier qui a été bien formé, aujourd'hui, je pense que je vais rejoindre mon prédécesseur en disant, est-ce que les agents de la police républicaine aujourd'hui, c'est une interrogation que je mets, sont effectivement formés comme cela se doit? Parce qu'en termes de formation, ils ont des règles éthiques et morales qui s'appliquent lors de leur formation. Et tout ça rentre en ligne de compte de leur curricula de formation. Est-ce que ces agents qui sont aujourd'hui sur le terrain respectent tout ce processus? Est-ce qu'il n'y a pas d'étapes brûlées dans le processus de formation de ces agents? Ce sont autant de questionnements que nous devons véritablement adresser à la police républicaine pour que peut-être si cela n'est pas pris en compte, que cela soit désormais pris en compte, ou qu'il y ait peut-être un système de recyclage de ceux qui sont déjà là pour que de pareilles situations ne se produisent plus. Et cela étant, je pense que cette décision du ministre de radier systématiquement tout agent qui se trouverait peut-être dans une position de torture ou de meurtre, si je peux m'exprimer ainsi, d'un citoyen qu'il est censé protéger soit radié, je pense que ça va véritablement amener les agents à faire désormais preuve de plus de responsabilité dans la mise en œuvre de leur mission. Et cela aussi permettra, parce que n'oublions pas, aujourd'hui, quand on parle de sécurité, tel que ces agents, certains indélicats, qui jettent de l'opprobre sur la corporation de la police républicaine, tels qu'ils agissent, si l'État ne se lève pas pour prendre en main ses responsabilités, je pense que d'un jour à l'autre, il peut y avoir des soulèvements. Parce que ne l'oublions pas, lorsque chaque fois un citoyen se retrouve assassiné, cela peut amener des situations de révolte et cela peut échapper au contrôle de la police. Et nous ne le souhaitons pas. Je pense que c'est une décision à saluer et qui permettrait désormais que les choses soient bien faites. Et cela aussi, je voudrais insister sur le fait d'avoir aussi informé les citoyens de ne plus obtempérer, aux injonctions des forces de l'ordre à fouiller systématiquement les téléphones portables. Je pense que ça aussi, c'est une bonne décision. Cela se ferait exclusivement désormais dans les cadres d'enquête judiciaire. Lorsque le policier est missionné, pour venir enquêter, c'est seulement dans cette situation que vous devez obtempérer à cette injonction d'un policier de fouiller vos téléphones portables. Sinon, désormais, je pense que ça aussi, c'est à saluer. On ne peut plus rencontrer quelqu'un dans la rue pour lui donner l'ordre de décoder son portable pour fouiller son portable. Non, nous avons des données personnelles qui doivent être, protégées par la police elle-même. Merci. Modeste Dosso, c'est à vous maintenant. Roosevelt était en train de soulever le problème de la formation des agents de la police républicaine. Et justement, au cours de cette séance avec la police, le ministre a soulevé ce problème-là. Il y aura plus de suivi dans l'encadrement de ces agents-là pour pouvoir mieux assurer la sécurité de la population. Que pensez-vous? Oui, déjà, j'aimerais revenir sur la question de la radiation. Je pense que ce n'est pas une décision du ministre, ça fait partie des règles, des tests de la police. Et c'est des tests qui ne s'appliquent pas, et ce n'est pas une radiation systématique, c'est plutôt, on suit les tests, et si ça nécessite la radiation, elle se fait. Après les sanctions disciplinaires, voilà. Cependant, par rapport à la formation, si le ministre lui-même arrive à parler, à mettre en cause la formation, à mettre en doute la formation, c'est grave. C'est grave. C'est une sorte d'aveu de faiblesse. Parce que normalement, la police, avant que cette policier-là, la question de la police, c'est délicat, c'est sensible. C'est des gens qui sont en armes. Ils sont censés tenir des armes pour protéger les gens. Mais s'ils ne sont pas bien formés, s'il n'y a pas ce professionnalisme qui leur est inculqué, comment voulez-vous qu'ils utilisent leur pouvoir? C'est le pouvoir qu'on leur donne. Du coup, le ministre, je pense que sur ce point, peut-être qu'il s'est fait mal comprendre, ou peut-être qu'il est dans cet ordre d'idée. Et je pense que non, c'est un aveu de faiblesse. Et je pense que ça sera corrigé à l'avenir. Après... Il y avait eu beaucoup de différences, c'est le moment de se rattraper. Oui, c'est ce que je dis, c'est le moment de corriger tous ces
problèmes liés à la police, parce que depuis cette fusion entre la police et la gendarmerie, on n'a pas cessé de parler de bavures policières. Avant, entre-temps, quand il y avait la police nationale, la gendarmerie nationale, on ne parlait pas trop de bavures policières, on parlait plus de rackets. Et je pense que les rackets ont cessé ou ne sont plus aussi récurrents. Mais ce n'est pas par le fait de la fusion, par le fait de la police républicaine. Je pense que c'est par le fait de la volonté politique. Les politiques ont mis de la rigueur dans les sanctions pour que cela s'arrête. Donc je pense aussi que c'est la volonté politique qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de bavure. Et pourquoi? Comment est-ce que cela va se faire? C'est la faute des politiques si tout ça arrive. Parce qu'on n'a pas pris le temps de sensibiliser la population, de dire à la population, voilà ton droit. Voilà ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Voilà ce qu'on doit te faire, ce à quoi tu as droit et ce à quoi tu n'as pas droit. Si aujourd'hui en France, la police a peur de faire certaines arrestations, de faire certaines perquisitions, il faut forcément un ordre du juge ou certaines choses. Quand les jeunes Français, je donne l'exemple de la France parce que c'est la référence, hein, en Afrique de l'Ouest, c'est la référence souvent que nous prenons. Si la police est plus ou moins professionnelle dans ces pays, parce que mon confrère l'a dit tout à l'heure, les bavures sont plus liées au racisme, pas à un manque de professionnalisme. Du coup, si la police a réussi à être professionnelle, ce n'est pas forcément du fait de seule la formation, c'est aussi du fait que le peuple sait ce à quoi il a droit. Mais aujourd'hui, prenez un Béninois lambda, demandez-lui s'il connaît ses droits. Il ne sait pas, il ne connaît pas ses droits. Les politiques n'ont pas pris le temps d'informer la population de leurs droits et devoirs. Et je crois que ça les arrange, ça leur permet de maintenir la population sous une certaine terreur, histoire de pouvoir la contrôler. Donc, je pense qu'il faut prendre ce problème à la base. Ce n'est pas que quand tel arrive, avant on ne parlait même pas de fouille de téléphone, il a fallu qu'une seule fois quelqu'un le fasse, que la police sorte un communiqué pour dire, bon, on ne fouille pas, que le ministre parle, on ne fouille pas. Non, il ne faut pas que ça arrive d'abord, avant qu'on le dise chaque fois tel. Prenez des dispositions pour informer la population de ses droits envers la police, de ce que la police ne doit pas faire, ce que le peuple peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Mais si les gens, à la base, ne connaissent pas leurs droits, la police, les policiers font tout ce qu'ils veulent. Ils se disent, j'ai le pouvoir, je fais tout ce qu'ils veulent. Et il y a aussi une phrase célèbre que les policiers aiment prononcer, c'est votre parole contre la mienne. Même s'ils sont en infraction et que tu dis que tu vas te plaindre, ils vont te dire c'est votre parole contre la mienne. Ils se protègent entre eux, c'est normal, mais protégez la population d'abord. Donc, Sylvanus Aimavo, il est important que les citoyens maîtrisent leurs droits. Absolument, absolument. Les citoyens doivent connaître les tests de la République, sans quoi ils vont se faire tout le temps piétiner, gruger par les policiers, parce que c'est leur ignorance des tests qui conduit parfois aux bavures policières que nous observons. Parce que quand le citoyen est informé, le citoyen maîtrise les tests de la République, je crois que quand le policier va l'interpeller, il lui dira non mais attention, d'après l'article tant, de notre code, du code pénal, de la Constitution, ah oui, on ne peut pas faire telle chose. On dit, notre Constitution le dit clairement, et la personne humaine est sacrée et inviolable. Mais comment comprendre que lors d'une interpellation, on en arrive, c'est-à-dire à tuer un individu? C'est grave. Donc, il faut forcément qu'il y ait une sensibilisation dans ce domaine. Et quand je le dis, ce n'est pas que les illettrés, c'est à la fois les lettrés et les illettrés qui sont ignorants des tests. Il est arrivé une fois, vous savez, les policiers, ils en profitent. Il est arrivé une fois, c'est un policier qui était en circulation, il était en civil, mais en circulation avec sa soeur qui était derrière sa moto. Et un policier les a arrêtés. Lui rigolait avec sa soeur, mais le policier a mal pris ça. Il a mal pris ça, alors qu'il ne savait pas que il y avait le commissaire même qui était quelque part, qui observait la scène. Quand le commissaire s'est approché d'eux, il a demandé ce qui se passait parce qu'il connaissait le policier qui est en civil. L'autre ne le connaissait pas.
le commissaire a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le policier a clairement dit que c'est cet individu qui se moque de moi et avec sa soeur, avec son épouse. L'autre lui a expliqué, non, c'est pas mon épouse. Et le commissaire dit, mais tu ne connais pas tel chef? Il a prononcé le nom en fait, du policier qui est en civil. Et Lola a dit, mais pourquoi tu te retrouves à Cotonou, à Paris, tu es censé être au nord du pays, puisqu'il est affecté là-bas. Bon, il a dit qu'il avait un problème familial, c'est pour cela qu'il est actuellement à Cotonou. Donc c'est pour dire quoi? Si ce n'était pas un policier, c'était un simple individu, un béninois lambda. C'est comme ça on allait lui coller outrage à agent, l'envoyer au commissariat, peut-être le placer en garde à vue. Vous voyez, donc c'est important aujourd'hui que nos populations, surtout les jeunes, aujourd'hui sont accros des réseaux sociaux, TikTok, ils font des bêtises, parfois ils s'amusent, ils font, bon c'est vrai, on doit se divertir, mais il faut aussi que nous connaissions les tests de la République pour éviter de se retrouver dans le piège de certains policiers ripoux, brebis galeuses. Okay. Dans vos propos précédents, vous étiez en train de parler du rôle de la police républicaine. Roosevelt Noumédon, justement lors de cette sortie du ministre au cours de cette séance de travail avec la police républicaine, il a bien informé que l'objectif de la police républicaine est d'être une police communautaire qui promeut une collaboration avec les citoyens afin d'aboutir à une sécurité efficace. Est-ce qu'on peut dire qu'un objectif qui souligne vraiment l'importance de la collaboration des citoyens dans la bonne marche des missions policières? Effectivement, la police ne peut que collaborer avec les citoyens parce qu'elle est là pour veiller à la bonne circulation et à la sécurité des personnes et des biens. Au sein d'une communauté ou dans une zone, il y a des hors-la-loi qui ont érigé leur nid. Forcément, le policier n'est pas un sorcier. S'il n'y a pas une franche collaboration, s'il n'y a pas une confiance mutuelle entre la police républicaine et les populations, un hors-la-loi qui vient faire son nid dans une agglomération ou dans une zone peut pratiquement étendre son hégémonie et faire le temps qu'il veut. Voilà, donc je pense que c'est plus qu'indispensable qu'il y ait quand même une certaine symbiose, une certaine franche collaboration, une certaine confiance réciproque entre la police nationale et les populations. Et pour que cela soit, moi j'insiste sur le fait que cela se fera uniquement par le professionnalisme de la police républicaine et par la conscience professionnels surtout, parce qu'aujourd'hui, on a comme impression que ce sont les chômeurs, excusez-moi le thème, ce sont beaucoup plus les chômeurs qui n'ont plus rien à faire et qui n'ont pas d'autre choix, qui se retrouvent aujourd'hui au sein de la police républicaine. Et donc, il n'y a plus de vocation. Alors que lorsque vous avez la vocation et que vous embrassez un métier, vous le faites avec passion et tellement vous le faites bien que même quand vous ne gagnez pas à la hauteur de ce que vous vous donnez, vous avez quand même la passion et vous avez cette choix d'exercer ce que vous aimez. Et donc c'est cela qui manque aujourd'hui à certains de ces policiers. Et désormais, il faudra aussi que l'État, dans le processus de recrutement, puisse véritablement essayer de faire un examen, je ne sais pas, de mettre en place un système qui pourrait véritablement identifier si, par exemple, si c'est 10 policiers qu'on tente de recruter, qu'on puisse avoir au moins 7 qui aient la vocation. Cela peut se faire si la volonté politique se met en place. Okay, mais cette population dont on parle, modeste, vous l'aviez dit sur ce plateau, a souvent la trouille quand elle voit la police républicaine, les hommes ont trahi. Pourquoi? Oui, forcément. Vous voyez ce qui se passe. Quand un policier fait ce qu'il veut, il abuse de son pouvoir. Ben, c'est normal que quand vous voyez le policier, vous ayez la trouille et que vous prenez vos distances. Et c'est tout à fait normal. Je pense que pour remédier à ça, il faut que la police fasse en sorte de renouer avec la population, de renouer, de redevenir une police et non un service de
de sabotage des lois de la République, un service d'abus de pouvoir avec des hommes armés. Et il faut que la police républicaine reste une police. Et je crois que étymologiquement, policer, c'est civiliser, aider les gens à comprendre les lois de la République. Donc, je pense que la police républicaine, c'est-à-dire la police du Bénin, doit rester une police et non un groupe armé. Parce que il faut qu'on arrive, parce qu'on en arrive à ce point, si avec le temps ça continue, que les décisions disciplinaires ne sont pas appliquées. C'est bien, le ministre est sorti de ses gonds, il a tapé du poing sur la table. Je pense que le DGPR avait déjà fait ça, je crois, il y a une année ou deux. Quand les premières fouilles de téléphone ont commencé, le DGPR a sorti un communiqué, a fait truc là, ils ont sorti même le numéro vert pour qu'on dénonce et tout. Mais est-ce qu'il y a eu des sanctions? Parce qu'il y a eu des sanctions. S'il y a véritablement des sanctions, on annonce des sanctions, mais on ne voit jamais qui a été sanctionné, tout ça. Donc, si véritablement les gens sont sanctionnés, je ne pense pas que les autres feraient la même chose aujourd'hui. Donc, il faut que le travail soit bien fait en amont pour que les policiers qui sortent des écoles soient bien formés, qu'ils deviennent professionnels. Parce qu'entre-temps, quelqu'un a demandé à ce que les policiers républicains retournent au camp. Ben, c'est normal. Combien de fois on a vu des militaires se mettre en scène pour des trucs? C'est pas qu'ils ne sont pas frustrés, qu'ils n'ont pas de problème, mais qu'ils ont eu une formation qui ne leur permet pas de faire certaines choses. Je pense que au moins, même si c'est 6 mois, il faut que ces policiers-là aillent faire au camp pour recevoir le caractère républicain dans leur formation. Je pense que c'est là qu'ils doivent recevoir ça. Est-ce que ces mises en garde du ministre sont suffisantes pour mettre les agents au respect de leurs valeurs, Sylvanus Saïmavo? Bon, je crois que c'est déjà une étape. Ce qui doit être fait, c'est qu'il faut sensibiliser ces policiers, surtout les jeunes policiers. Il faut les sensibiliser. Ils ont le sang chaud. Ils veulent montrer trop de zèle. Et il faut vraiment arriver à calmer leurs ardeurs. Parce que leur faire comprendre que la police est au service de la population. La police où les policiers ne sont pas les bourreaux de la population. Lui-même, le ministre a compris qu'il faut mettre un accent particulier sur l'encadrement des agents qu'on envoie sur le terrain. Un encadrement des agents qu'on envoie sur le terrain. Donc, il faut beaucoup plus miser sur ça. Et je ne sais pas, prévoir aussi des entretiens avec un psychologue, les faire suivre de psychologue. Il faut ça parce que il faut aussi creuser un peu l'abcès parce que ça peut être lié aussi à leurs conditions de travail et de vie. Donc, il faut aussi les écouter, voir dans quelle mesure les accompagner psychologiquement pour qu'on sente que, bon, sur le terrain, ils font désormais un bon travail. Il faut forcément ça. Le ministre doit aller plus loin parce qu'on dit les sanctions, les mises en garde ne suffisent pas. Parce qu'on se rappelle, il y a eu des cas par le passé et ce qu'on constate souvent, c'est quoi? On dit, bon, le policier est peut-être en exercice et en service à Cotonou, on la voit peut-être au nord et on dit, bon, on l'a sanctionné. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On veut vraiment, c'est dit, de vraies sanctions disciplinaires. Si cela doit aller à la radiation, il faut que ça aille là-bas parce que la police, c'est dit, elle a pour jouer un rôle clé, celui de protéger la population, celui d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, dévoyer cette mission serait trahir en quelque sorte la République. Donc, il faut forcément que le ministre aille loin, que des actions urgentes et fortes soient prises. C'est déjà heureux de constater qu'il y a certains qui ont été arrêtés dans le cadre du meurtre du jeune Faisal. Donc, il faut aller plus loin pour que jamais quelqu'un ne meure suite à une bavure policière en République du Bénin.
Oui, Roosevelt, nous mettons, il faut que le ministre aille plus loin, à part ses mises en garde, et aussi une formation psychologique dans la formation de la police républicaine. Qu'est-ce que vous en Oui, dites? en effet, il faudra véritablement que le ministre aille loin. Et je rejoins mon prédécesseur en disant que euh, la formation psychologique, l'accompagnement du policier, parce qu'une chose d'accuser le policier, mais l'autre chose aussi est de reconnaître que le policier, avant d'être mis sur le drapeau, est d'abord un citoyen béninois et que nous sommes les mêmes. Si, je ne sais pas, au sein même de la police nationale, la hiérarchie policière peut, parfois, nous entendons des choses, même au sein de la police, il y a parfois quelques cas d'injustice ou je ne sais pas, de mécompréhension qui naissent, qui peuvent peut-être causer une certaine révolte au sein du policier qui psychologiquement peut être atteint. Et dans ces conditions, lorsque le policier est envoyé en mission, je ne sais pas, quelqu'un qui mentalement a quelques soucis, n'est pas, je ne sais pas, stable. Je ne parle pas d'instabilité mentale, mais je ne sais pas, de démence, voilà le mot. Mais quelqu'un qui psychologiquement a reçu des coups et tout, je ne sais pas quelle mission il veut mener à bien. Et de ce fait, il faille que la hiérarchie policière, de concert avec le ministère, puisse véritablement voir périodiquement si on peut recruter des psychologues qui vont essayer de mettre en place un système d'écoute des policiers pour tenir compte de leurs ressentis afin que si éventuellement il y a des actions à mener pour apaiser ces cœurs, pour amener ces agents à véritablement reconsidérer leur position afin de baisser les tensions pour que la mission républicaine confiée aux agents de la police nationale, de la police républicaine plutôt, soit véritablement menée à bien. Cela y va de l'intérêt d'abord de la police républicaine et des citoyens, parce que, comme nous l'avions dit tantôt, et la police et les citoyens se doivent véritablement de collaborer pour que la paix puisse régner au Bénin. Alors oui, Sylvanis, pour finir, parce que nous allons aller sur le deuxième sujet. C'est la coproduction de la sécurité. Ok. La coproduction de la sécurité, ça a été expérimenté par le passé et cela a apporté des résultats probants. Quand la population s'est dit et la police se mettent ensemble pour gérer la sécurité, c'est que il y a une quiétude totale au sein de la population. Donc, il faudrait qu'on revienne là et qu'il y ait vraiment une synergie d'action. Je veux rappeler surtout qu'il ne faut pas occulter le fait que les policiers, ils font un travail énorme au Bénin, et tant la police nationale ou la gendarmerie que la police républicaine. C'est vrai qu'il y a quelques tares, mais ils font un énorme travail. Et peut-être qu'au-delà de la formation, il faut que les autorités du Bénin, les autorités politiques trouvent le moyen, elles, de réconcilier la police et la population. Et c'est à partir de là que leur travail va être de plus en plus facilité. Alors, Modeste, on ira sur le deuxième sujet. Je vais démarrer par vous. Les produits fabriqués ou importés au Bénin seront désormais vérifiés par une autorité de mise en consommation. Elle sera le nouveau garant national de la qualité des produits commercialisés au Bénin, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou non, fabriqués localement ou importés de l'extérieur. Modeste Dossou, quelle est la plus-value de cette autorité dans la protection des populations? Oui, déjà, il faut saluer cette initiative. Ça va déjà faire économiser de l'argent aux contribuables, en tout cas au Bénin, déjà en général, parce que plusieurs structures vont à cette allure disparaître. Avant, pour la mise en consommation d'un produit, il faut passer de structure en structure pour pouvoir avoir l'agrément ou la certification. Maintenant, je pense qu'avec cette nouvelle initiative, cette réforme, il y aura une structure qui se chargera de l'aspect technique. Cette structure-là se chargera de l'aspect technique déjà de la vérification jusqu'à la certification, avant que éventuellement il n'y ait d'autres structures ou une autre structure pour autre chose. Mais je pense que celle-ci déjà permet de ne plus disperser
Et ce processus-là, ça va faciliter déjà aux importateurs de produits alimentaires au Bénin le travail, et faciliter aussi les Béninois qui veulent mettre sur le marché des produits alimentaires, mais qui, par la force par les tracasseries administratives et tout, n'arrivaient pas à véritablement se lancer et travaillent au noir, vendent au noir aux gens sans vraiment une certification. Et ça protège aussi la population béninoise, et on sait que ce qu'on consomme, en tout cas, selon ce que l'État nous dit, est consommable, est de bonne qualité. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative. Ça va vraiment faciliter le travail déjà de l'État dans la certification et aussi des importateurs et des fabricants de produits locaux. Oui, Roosevelt nous met dans une très bonne initiative. Selon Modeste Dossou, vous êtes du même avis? Oui, en effet, c'est une initiative à saluer parce que je pense qu'aujourd'hui, en termes de mise en consommation des produits, il y a une sorte de guichet unique désormais, comme l'a dit mon prédécesseur, afin que tout soit contrôlé dans un même espace. Reste à savoir que est-ce que véritablement ceux qui seront en phase d'exécuter, je ne sais pas, cette décision feront véritablement ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. Parce que moi, je vois déjà là un avantage. L'avantage est quoi? Lorsque le contrôle de qualité sera effectivement bien fait, cela va corriger un tant soit peu les problèmes sanitaires liés aux produits prohibés qu'on déverse parfois sur le marché béninois. Du fait que parfois ceux qui sont au niveau des postes de contrôle de qualité ne jouent pas leur rôle. Vous savez, nous n'avons plus besoin de revenir encore sur comment cela se passe. Nous sommes entre nous, nous savons un peu comment ça se passe et tout. Il faut véritablement que le gouvernement, en mettant en place cet instrument, puisse véritablement veiller à ce que un accompagnement au plan d'équipement aussi, parce qu'en matière de contrôle de normes de qualité, il y a un certain nombre d'équipements qu'il faut avoir, un certain nombre d'arsenals qu'il faut avoir pour certifier de la qualité ou non d'un produit. Et cela amènera aussi une prise de conscience dans le rang des importateurs de ces produits, surtout que ça touche aussi le volet alimentaire. Moi, ça me réjouit beaucoup plus parce que désormais, nous aurons plus d'assurance sur ce qui entre dans notre corps pour ne plus tomber malade d'un certain nombre de pathologies qui peuvent être évitées. Et cela constitue désormais aussi un problème de santé publique qu'on peut véritablement régler à travers cette décision. Donc, Sylvanus Saïmavo, on peut s'attendre à des produits de qualité sur le marché? Je crois que c'est le pari à relever. Il reste à savoir si l'organe qui sera mis en place sera véritablement à la hauteur de la tâche qu'il doit accomplir. Parce que c'est là le véritable challenge. Il ne suffit pas d'avoir un organe, et il faut forcément que la mission qui lui est assignée soit accomplie convenablement. Ce qui est peut-être bon à craindre ou à redouter, c'est qu'il n'y ait pas des niches de corruption, parce que vous savez, quand on dit les produits qui arrivent, les produits importés ou quoi, fabriqués, on vous a beau dire que c'est tel laboratoire qui a examiné ça, qui a analysé, qui rend le produit conforme à temps, mais il arrive souvent que en dessous, il y a de la corruption. Donc, c'est ce que nous allons souhaiter, on va souhaiter, c'est-à-dire que les gens fassent vraiment, c'est-à-dire un travail pour la population, un travail de santé publique, qu'ils évitent les accointances avec les importateurs ou les fabricants, qu'ils aient vraiment à cœur la santé des populations béninoises. C'est ça. Modeste Dossou, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est dans une logique de se conformer à la politique nationale de qualité? Oui, déjà, je voudrais quand même
qu'on rectifie, enfin, c'est pas une rectification, qu'on rappelle quand même qu'au Bénin, les produits qui viennent sont des produits de qualité. Et que avant, c'était contrôlé. Et peut-être que le contrôle était c'était dispersé. On ne va pas dire, c'est vrai qu'il y a peut-être des poches de corruption, mais les produits qui venaient ou les produits locaux qui étaient mis sur le marché, il y avait une certaine ligne de contrôle. Disons que le gouvernement, en mettant en place cette structure, veut centraliser le contrôle pour éviter la dispersion et moins de corruption. Après, et quand on parle de... J'ai un peu oublié votre question. Bon, je disais, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est dans une logique de se conformer à la politique nationale de qualité? Effectivement, je pense que c'est la logique. C'est la logique. S'accorder à la politique nationale de qualité, c'est la logique. Mais moi, ce qui me gêne dans cette politique nationale de qualité, c'est plutôt les normes. J'ai remarqué quand même que les normes mises en place par rapport à la politique de qualité étaient des normes d'autres pays. On suit des normes, on dit que c'est les normes internationales entre griffes. Et je pense qu'on doit s'adapter aux normes béninoises. Quand on prend des produits, par exemple, qui sont consommés en France, il y a une certaine norme, tellement ils sont exigeants que ce n'est pas les mêmes normes, ce n'est pas les mêmes produits que nous consommons ici. Ils sont tellement exigeants que les normes sont plus élevées. Et je pense que nous aussi, nous devons appliquer une certaine norme des produits qui viennent chez nous, des normes que nous-mêmes, nos scientifiques, on décide de dire oui, ce produit, une fois consommé, ça n'a pas d'effet sur la population. Donc c'est ça par rapport à la politique. Par le temps, on ira sur le troisième sujet. Sylvanus Aïmavo, je l'annonçais en début de ce plateau, depuis quelques semaines déjà, a démarré à l'Assemblée nationale le passage des ministres devant la commission budgétaire du Parlement pour défendre leur projet de budget gestion 2025. Sylvanus Aïmavo, qu'est-ce que vous retenez de ces passages-là? Oui, c'est une tradition qui a été une fois respectée. Il y a certains ministères dont le budget a connu une baisse, d'autres en revanche ont connu une augmentation. Moi, ce qui est à souhaiter, c'est qu'il y ait un bannissement de la sous-consommation des crédits. C'est le problème que nous avons dans notre ministère. Ça. Vous arrivez, on fait le plan de travail annuel et on arrive, on dit premier trimestre, on fait le bilan à mi-parcours. Deuxième trimestre, on fait jusqu'au dernier trimestre. On se rend compte qu'on n'a pas suffisamment consommé les crédits. Donc, c'est bien de demander qu'il y ait assez de ressources, mais ça aurait été mieux qu'on arrive à consommer les crédits, qu'on arrive à utiliser les fonds à bon escient pour booster le développement du pays. Oui, Roosevelt Noumendon. Ce qui a capté mon attention, c'est beaucoup plus au niveau du ministère du cadre de vie et des transports. Il y a une baisse, oui, une baisse qui vient expliquer certainement la montée, d'accord, au niveau du plan social. Parce que malgré la baisse de l'autre côté, on remarque que les projets phares du gouvernement en ce qui concerne l'asphaltage et les grands travaux vont se poursuivre. Je pense que de façon globale aussi, lorsqu'on revient aussi au niveau du plan social, il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place ou d'autres qui étaient là, qui vont être véritablement accentuées au grand bonheur des populations. C'est à vous, Modeste Adossou. Ce que je retiens, c'est le numérique. Je crois que le ministère du numérique a 29 milliards, un peu plus de 29 milliards. Je pense que ça devrait être encore plus, parce que vu la référence que le Bénin commence par représenter dans la sous-région et en Afrique en matière de numérisation, de digitalisation, je pense qu'on devrait avoir un peu plus pour ce budget, pour avoir une plus grande numérisation, digitalisation et un accès aussi à
aux services digitalisés, à la téléphonie mobile et tout. Après, il y a eu un ministère qui n'a pas beaucoup, je crois qu'il y a 7 milliards. Je crois que ça doit être le ministère de l'enseignement, un des ministères de l'enseignement. Quel que soit le ministère, 7 milliards, c'est trop peu, selon moi. Après, bon, ça c'est je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne peux pas, mais je trouve que c'est trop peu par rapport à l'enseignement, à l'éducation, qui fait partie quand même des principaux ODD et à l'horizon 2030. Oui, Sylvanus Aimavo, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oh, ce que je voulais ajouter, c'est que la RAC a demandé à avoir une budget plus ou moins consistant pour faire face aux réalités du moment. Nous, notre souhait, c'est que nous ayons enfin l'aide de l'État à la presse. Parce que depuis des années, près de, en tout cas, 8 ans, où on n'en a plus. On n'a plus reçu l'aide de l'État à la presse. Et c'est quelque chose qui apporte un peu de l'oxygène à nos médias, mais ça manque, même à nos organisations fêtières. Il n'y a plus d'aide depuis des années, il n'y a plus d'aide de l'État à la presse. Je crois que le président de la RAC est revenu sur ça. Il a parlé de ça. Il faudrait que en 2025, là, que nous ayons ça, parce que chaque fois, c'est budgétisé. C'est pas que ce n'est pas budgétisé, c'est toujours budgétisé. L'aide est là depuis des années, nous n'avons rien reçu. Il faut que ça se débloque enfin. C'est vrai, en temps, on a parlé de la mise en place du fonds d'appui du développement des médias, mais juste là, cela n'est pas fonctionnel. Mais bon, faisons d'abord avec l'existant, quitte à ce que ceci fonctionne par la suite. Donc c'est là où moi je voudrais en venir, parce que la presse béninoise souffre énormément. Oui, à vous, Roosevelt. J'allais abonder dans le même sens que mon prédécesseur pour dire qu'il est important. Nous avions tous vécu avec l'avènement du nouveau président de la RAC, qui est du monde des médias, un doyen du monde des médias, qui quand même, à maintes reprises, a promis quand même apporter un sourire, un gain d'espoir dans la maison média, que cela soit véritablement mise en œuvre, pour qu'aujourd'hui, le professionnel des médias puisse véritablement être fier de son métier. Parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas. Aujourd'hui, cette corporation, les gens ne sont plus fiers d'être professionnels des médias. Aujourd'hui, les gens ont même honte de dire quelque part, nous sommes journalistes. Parce que, excusez-moi le thème, le journaliste aujourd'hui est relégué pas au second rang, mais au dernier rang. Ce sont vos doléances, Modeste Dosso, mais vous étiez en train de parler du numérique. Qu'est-ce que vous espérez peut-être concernant le secteur du numérique en 2025? Non, j'ai déjà évoqué la question d'une meilleure digitalisation et d'un meilleur accès aux télécommunications au Bénin. Mais après, j'avais aussi un autre sujet que je voulais aborder rapidement par rapport, c'était de donner un carton vert, un carton vert au gouvernement béninois en ce qui concerne les questions de changement climatique, les questions environnementales, qui sont suffisamment importantes aujourd'hui. Je pense que le Bénin, dans la sous-région, est un des meilleurs élèves dans ce domaine. Le gouvernement essaie de faire quand même, d'apporter une plus-value dans la question de la protection de l'environnement, dans les questions de mise en place de lutte contre les changements climatiques. Donc je pense que c'est un carton vert et il faut qu'il ne s'arrête pas là, que cela continue. C'est très important. Voilà, nous sommes à la fin de cette rubrique, l'hebdo des éditorialistes. Nous avons abordé 3 sujets sur ce plateau. En premier, la sortie musclée de Alassane Seydou sur les bavures policières. En 2, la création d'une autorité de mise en consommation par le gouvernement. Et un tour de table en 3 par les invités sur ce qu'ils retiennent des projets de budget gestion 2025 des ministères. Sur ce plateau, nous avons reçu Roosevelt Noumédon de la Web TV à Ouissi et 2 journalistes indépendants. Il s'agit de Sylvanus Aimavo et Modeste Dosso. C'est tout pour la rubrique l'hebdo des éditorialistes, mais dimanche, c'est politique se poursuit.